Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de mécanique de terminale S sur les lois de Newton. Isaac Newton est célèbre pour être à l'origine de la théorie de la gravitation universelle et cette théorie, selon la légende, lui serait venue en observant des pommes qui tombent. Alors en fait, Isaac Newton s'intéressait à la description des mouvements des objets et à leur origine. Et il a rassemblé donc toutes ces observations dans un livre en 1687 qui s'intitule Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Donc dans ce livre, en fait, il va poser les bases de ce que l'on appelle la mécanique newtonienne ou mécanique classique. Cette mécanique classique qui s'intéresse à la description et à la compréhension des mouvements des différents objets. Alors, première loi de Newton, et bien cette première loi de Newton, vous la connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle le principe de l'inertie. Le principe de l'inertie est relativement simple. Si vous avez un objet qui est au repos, et si rien ne perturbe cet objet, eh bien il va rester au repos. Et puis, si vous avez un objet qui possède un vecteur vitesse constant, et si rien ne perturbe cet objet, le vecteur vitesse de cet objet va rester constante de la même façon. Autrement dit, un objet qui a un mouvement rectiligne uniforme, si rien ne le perturbe, il conservera son mouvement rectiligne uniforme. Donc si rien ne perturbe un objet, eh bien le vecteur vitesse va rester inchangé. Alors voyons maintenant de façon un peu plus mathématique cette première loi de Newton. On a dit que si rien ne perturbe l'objet, en fait, ça veut dire que la somme des forces qui s'appliquent à cet objet est équivalente au vecteur nu. Il y a donc deux possibilités. Soit il n'y a aucune force qui s'applique à l'objet. Dans ce cas-là, on va dire que le système est un système isolé. Ou deuxième cas, eh bien, les forces qui vont s'appliquer à cet objet vont se compenser. Et c'est ce qu'on appelle donc un système pseudo-isolé. Dans le cas où rien ne perturbe l'objet, eh bien, la conséquence est que le vecteur vitesse sera constant. Donc, deux possibilités, soit l'objet est au repos, soit le mouvement est en mouvement rectiligne uniforme. Alors, ce principe de l'inertie n'est valable que dans certains référentiels, des référentiels qu'on appelle référentiels galiléens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen? Justement, il est défini comme étant un référentiel dans lequel la première loi de Newton, ou le principe d'inertie, s'applique. Donc, nous allons voir quelques exemples par la suite. Alors, premier exemple, prenons un bloc de glace qui est posé sur le toit d'un bus. Nous allons faire dans un premier temps le bilan des forces. Donc, tout d'abord, nous avons le poids P du bloc de glace et puis la réaction du support sur le bloc de glace. La somme de ces forces ici est bien équivalente au vecteur nul. Donc d'après le principe de l'inertie, le bloc de glace sera soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et effectivement, lorsque le bus est à l'arrêt, le bloc de glace est bien au repos. Donc pour le référentiel bus à l'arrêt, qui est équivalent aussi au référentiel terrestre, la première loi de Newton ou principe d'inertie s'applique, donc on est bien là en présence d'un référentiel galiléen. Maintenant, lorsque le bus est en mouvement rectiligne uniforme, eh bien, on constate que la somme des forces est toujours équivalente au vecteur nul et que le bloc de glace est toujours au repos par rapport au bus en mouvement. Donc là aussi, nous sommes en présence d'un référentiel galiléen. Lorsque l'on prend maintenant l'exemple d'un bus qui freine, la somme des forces est toujours égale à 0, il n'y a pas de force supplémentaire appliquée au bloc de glace, et le bloc de glace va se mettre en mouvement. Donc dans ce cas-là, le principe d'inertie n'est pas respecté, donc nous sommes en présence d'un référentiel qui est non galiléen. De façon générale, tous les référentiels qui sont en train de tourner ou d'accélérer par rapport à un référentiel galiléen ne sont pas galiléens. Par contre,
tous les référentiels qui sont immobiles ou en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen sont galiléens. Donc pour récapituler pour la première loi de Newton, lorsque nous sommes dans un référentiel galiléen, que le système étudié est un système isolé ou pseudo-isolé, c'est-à-dire que la somme des forces appliquées au système est équivalente au vecteur nul, eh bien le vecteur vitesse sera constant. Et si la masse de ce système est aussi constante, eh bien le produit m fois le vecteur vitesse sera aussi constante. Et ce produit m fois le vecteur vitesse, on le connaît, c'est ce qu'on appelle le vecteur quantité de mouvement. Donc dans ce cas-là, le vecteur quantité de mouvement sera constant pour un système isolé ou pseudo-isolé de masse constante. Alors on peut aussi l'écrire différemment. C'est ce qu'on appelle ici la conservation de la quantité de mouvement. Le vecteur quantité de mouvement reste constant. Et on peut l'écrire de cette façon-là. La dérivée du vecteur quantité de mouvement est équivalente au vecteur nul, puisqu'il ne varie pas. Voyons maintenant un exemple, donc une application de cette conservation de la quantité de mouvement. Donc on dispose d'un petit chariot sur roulette avec une bille et un élastique tendu tenu par un fil. Donc là, le chariot est au repos, donc sa quantité de mouvement est nulle. Lorsque l'on va couper le fil, la bille va être projetée vers l'arrière et le chariot va être projeté vers l'avant. Donc la bille va avoir une certaine quantité de mouvement que l'on va noter P1 et le chariot qui s'est déplacé va avoir une certaine quantité de mouvement notée P2. D'après la conservation donc, de la quantité de mouvement, eh bien, la somme de ces deux quantités de mouvement sera égale au vecteur nul. Une petite remarque, la norme du vecteur P1 et la norme du vecteur P2 seront identiques, mais ce qui ne veut pas dire que la vitesse V1 et la vitesse V2 seront identiques, vu que la masse de la bille et la masse du chariot seront différentes. C'est ce même principe que l'on va utiliser pour la propulsion de fusée. On va éjecter vers l'arrière de la fusée une certaine quantité de matière, ce qui va propulser en fait la fusée dans la direction opposée. On observe le même phénomène lorsqu'on utilise des armes à feu et le mouvement de recul donc de l'arme à feu lorsqu'on va éjecter la balle ou le boulet. Voyons maintenant la deuxième loi de Newton que l'on appelle principe fondamental de la dynamique. Alors cette deuxième loi de Newton, elle s'applique lorsque la somme des forces appliquées au système n'est pas équivalente au vecteur nul. Alors on va prendre le cas d'un objet qui est posé sur un plan incliné. Lorsqu'on fait le bilan des forces, donc on a une force F2 qui est équivalente au poids, F1 qui est équivalente à la réaction du support, eh bien on se rend compte que c'est la somme des forces, donc n'est pas équivalente au vecteur nul, et on va pouvoir représenter donc la somme des forces par un vecteur. Le principe fondamental de la dynamique nous dit alors que dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées au système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. Alors si on remplace le vecteur quantité de mouvement par son expression m fois le vecteur v, eh bien, si la masse du système reste constante, on va pouvoir sortir la masse de la dérivée, et donc ça sera équivalent à la masse fois la dérivée du vecteur vitesse. Or, la dérivée du vecteur vitesse, eh bien, on l'a vu, c'est le vecteur accélération. Donc souvent, on verra écrit ce principe fondamental de la dynamique comme ceci: la somme des forces appliquées au système est égale à m fois le vecteur accélération. On peut donc voir dans cette expression que le vecteur somme des forces est collinéaire au vecteur accélération. Donc on va pouvoir représenter le vecteur accélération, ici, donc collinéaire à la somme des forces. C'est ce qui nous permet de trouver ce vecteur accélération, eh bien ça sera la masse du système. Ce principe fondamental de la dynamique est donc très intéressant puisque
À partir d'un bilan des forces, on va pouvoir déterminer la somme des forces appliquées au système et donc en déduire le vecteur accélération du système. Et donc on a vu dans la partie cinématique, à partir de ce vecteur accélération, on va pouvoir déterminer le vecteur vitesse et le vecteur OA, le vecteur position. Et donc grâce à ce vecteur position, eh bien, on aura des informations, on va pouvoir en déduire les équations horaires donc, de notre système étudié. On va donc pouvoir prévoir, grâce à ce principe fondamental de la dynamique, le mouvement de n'importe quel objet. Terminons ce cours sur les lois de Newton par la troisième loi de Newton, que l'on appelle donc principe des actions réciproques. Donc si on prend deux objets qui vont interagir l'un sur l'autre, eh bien on va avoir dans un premier temps donc la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Eh bien, ce principe des actions réciproques nous dit que l'objet B va agir sur l'objet A. Et la somme de ces deux forces sera équivalente au vecteur nul. Prenons un exemple. Lorsque j'exerce une force sur un mur, donc je vais représenter la force de la main sur le mur, eh bien je suis sûr que le mur va exercer aussi une force sur ma main qui sera de sens opposé, mais qui aura exactement la même valeur. C'est le cas aussi donc, pour l'interaction entre la Terre et la Lune. La Terre exerce une force sur la Lune, mais la Lune exerce aussi une force sur la Terre. Ces deux forces sont de sens opposé, mais de même valeur. Voilà, ce cours se termine. Au revoir et à bientôt.